Bonsoir à tous, bonsoir à tous À les gens tous. qui nous suivent. Euh, on accueille donc ce soir Guillaume Perrier, qui est journaliste et auteur sur la Turquie. Vous avez notamment écrit deux livres qui sont La Turquie et le fantôme arménien, sortis je crois en 2013, et Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, qui est sorti je crois en 2018, si je ne me trompe pas. Voilà, et donc vous suivez régulièrement l'actualité sur la Turquie depuis longtemps, depuis 15 ans je crois, 15-20 ans. Et donc ce soir, on vous accueille pour nous parler un peu plus en détail de la situation. Donc nous, on reste centré sur le conflit entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Artsakh, mais un petit peu plus en détail sur l'implication de la Turquie dans ce conflit. Voilà, donc pour commencer, alors je préviens que évidemment, si les gens qui nous suivent ont des questions, ils peuvent les poser sur le live et elles me seront retransmises après. Mais je commence avec nos propres questions à nous, Charles Joum. Et pour commencer, du coup, je voulais vous demander, Guillaume, si la Turquie a pris complètement fait et cause pour l'Azerbaïdjan en déclarant qu'elle sera l'Azerbaïdjan par tous les moyens. Et du coup, quels sont ces moyens? Qu'est-ce qui a déjà été mis en place par la Turquie et qu'est-ce qui pourrait peut-être être mis en place à l'avenir? Alors, effectivement, la Turquie semble avoir pris fait et cause pour l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas une immense surprise, hein, évidemment. La Turquie a toujours été naturellement solidaire vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. On sait que l'Azerbaïdjan est un pays turc, turcophone, qu'il y a entre les deux pays un lien qui est celui du nationalisme turc, du panturquisme aussi, hein, avec ce slogan deux États, une seule nation, qui a souvent été rappelé. Alors, il y a également des divergences hein, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ces dernières années, je pense notamment il y a une dizaine d'années, quand la Turquie essayait de se rapprocher de l'Arménie avec la diplomatie du football. À cette époque-là, l'Azerbaïdjan était très en froid avec Ankara et a notamment pesé de tout son poids pour faire capoter hein, c'est pour parler entre Erevan et Ankara. Donc aujourd'hui, on a une pleine union, effectivement, qui est aussi une union militaire, une union économique. Hein. Il faut quand même aussi avoir en tête que SOCAR, la compagnie pétrolière d'État azerbaïdjanaise, est le premier investisseur étranger en Turquie aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un acteur de poids très important dans l'économie. Il y a donc une communion euh, idéologique, philosophique, économique, qui fait que la Turquie soutient de tout son poids. Alors sur le plan militaire, pour répondre plus précisément à votre question, ce qui est intéressant, c'est que je pense plusieurs choses. Le conflit du Haut-Karabakh est pour la Turquie, je dirais, une sorte de modèle de conflit moderne. Hein, les conflits récents qu'a lancé la Turquie un petit peu partout emploient les mêmes outils, à savoir une force aérienne qui s'appuie sur les drones, hein, principalement, ces fameux drones qui sont beaucoup utilisés par l'armée turque depuis quelques années et dont l'un des fabricants, Bayraktar, est le gendre du président Erdogan. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a également l'autre arme fatale de la Turquie dans cette guerre, c'est évidemment l'utilisation des mercenaires syriens qui ont été utilisés de la même manière en Libye précédemment et qui là ont été envoyés sur le front via l'Azerbaïdjan. Alors là où c'est intéressant, c'est que cette mobilisation des Syriens, elle a commencé dès autour du 15 septembre à peu près. Hein, c'est-à-dire 2 bonnes semaines, je dirais 2 semaines à peu près avant le déclenchement des hostilités, proprement dit, dans le Haut-Karabakh. Ce qui laisserait penser qu'effectivement, il y a eu une préparation, une préméditation en tout cas du déclenchement de cette guerre, et que la Turquie a joué un rôle très important dans l'ouverture des hostilités. En tout cas, cette mobilisation des mercenaires le laisse penser. Maintenant, pour répondre à votre question, jusqu'où elle est prête à aller, c'est assez difficile à dire. Au-delà de l'implication des drones et des mercenaires, on a parlé des avions de chasse turcs également. Alors, ça n'a pas été clarifié réellement. Nicole Pachinian a parlé de plusieurs avions. Il y a eu des images de publiées montrant des avions de chasse
des F-16 maquillés en avion azéri. Bon, voilà, c'est là qu'il y aurait besoin de faire un travail d'enquête sur le terrain pour tirer cette affaire au clair. Mais potentiellement, une partie de l'aviation turque pourrait être utilisée. Et puis, il y a sans doute déjà quelques dizaines, quelques centaines d'instructeurs militaires pour encadrer les troupes azerbaïdjanaises. Il y a une contribution militaire de toute façon qui, pour l'instant, est minimale, mais qui, si besoin s'en fait sentir, pourrait être augmentée, évidemment. Il y a également des sources russes qui ont parlé de troupes turques spécialisées sur les conflits dans les montagnes qui pourraient avoir été envoyées. Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, c'est assez crédible parce que les commandos qui ont déjà été utilisés alors, dans le nord de la Syrie, dans le nord de l'Irak, dans le sud-est de la Turquie, hein, pour lutter cette fois contre le PKK, contre les Kurdes, ont acquis quand même effectivement une certaine expertise sur ce genre de terrain. Et je pense que le Karabakh est un petit peu un terrain similaire à celui des montagnes kurdes dans lesquelles ils ont eu à se battre. Mais effectivement, les commandos au sol ou dans les airs par hélicoptère, hein, avec des largages ou des parachutages, mais ce dispositif ne peut pas être exclusif. C'est-à-dire que forcément, il y a la protection des drones qui joue un rôle crucial dans Je viens d'avoir une question en direct. Oui, quelle est la marge de manœuvre des grandes puissances pour contrebalancer l'influence de la Turquie, du coup? Et déjà, la première question, c'est qui sont les grandes puissances aujourd'hui? On voit que les États-Unis se retirent de tous les terrains de conflit sur lesquels ils étaient engagés depuis des années. Il y a un désengagement, une phase isolationniste aux États-Unis, et puis évidemment l'élection qui a lieu dans quelques jours. Donc, oui, dans quelques jours. Donc tout ça, évidemment, fait que les États-Unis ont une position extrêmement prudente et qui se tiennent assez loin de cette histoire. La Russie, elle, voit d'un mauvais œil cette intervention dans son précaré, parce que voilà, le Caucase, c'est évidemment l'ancien monde soviétique et jusqu'à aujourd'hui était considéré comme un précaré par la Russie. Les autres puissances, l'Europe, la France notamment, sont évidemment prises au piège par ces opérations menées par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà, elles ont été prises de vitesse. Il y a aussi le constat que, effectivement, l'ordre qui est sorti du groupe de Minsk, hein, disons que après le cessez-le-feu de 1994, il y a eu un conflit gelé, mais qui n'a jamais été résolu proprement dit. Le problème est d'avoir pensé effectivement dans certains pays occidentaux que le cessez-le-feu était une solution durable et pouvait être maintenu de cette manière. C'était, je pense, sous-estimer la volonté farouche hein, de la part de l'Azerbaïdjan de recapturer ces territoires et ils n'ont jamais cessé d'en faire un enjeu national et la Turquie non plus, hein, parce que vous savez que la frontière entre la Turquie et l'Arménie est fermée depuis 1992-93 à cause de cette question. Donc, voilà, on pouvait pressentir que le problème allait un jour ressurgir dans une phase où Erdogan n'aurait plus de garde-fou, et c'est ce qui est en train de se produire. Donc, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de leviers d'action sur la politique turque, du fait de l'abandon par l'Europe d'une politique plus conciliante à l'égard de la Turquie, du fait aussi de la radicalisation du pouvoir turc toutes ces dernières années. Et qu'est-ce que la Turquie attend de cette guerre? Pourquoi cette implication, du coup? Il y a plusieurs choses. Je pense que cette guerre pour la Turquie est une pièce dans un puzzle. Le puzzle comprend beaucoup de pièces. Si on regarde toutes les crises qui ont été déclenchées depuis quelques mois par Recep Tayyip Erdogan, on a eu des problèmes en mer Égée avec la Grèce. On a la question chypriote qui reste extrêmement vive. On a eu la Libye et le déploiement en janvier. On a eu la question des migrants et de leur instrumentalisation par le pouvoir, là aussi pour faire pression sur la Grèce et l'Union européenne.
Voilà, on voit bien que l'objectif d'Erdogan est d'abord de multiplier les crises, de multiplier les fronts pour créer du désordre, réellement, et en tout cas pour obtenir des positions de négociation plus favorables sur des questions qu'il estime devoir rouvrir. Je pense par exemple à la question des frontières maritimes entre la Grèce et la Turquie, qui était un contentieux extrêmement ancien, qui nourrissait une forme de frustration en Turquie, aussi bien chez les partisans d'Erdogan que dans son opposition d'ailleurs. Cette question, Erdogan a jugé que le moment était opportun pour remettre les choses sur la table et être en position de force pour renégocier les tracés des frontières et donc quelque part renégocier les grands traités qui ont suivi la Première Guerre mondiale et qui ont fixé les frontières de la Turquie. C'est la même chose sur la Syrie, par exemple. Sur la Syrie, on n'en a pas reparlé dans cette longue liste de crises, mais il y a eu 3 opérations militaires successives de la part de la Turquie entre 2016 et 2019. Là aussi, Ankara a attendu le moment opportun pour pouvoir agir. C'est-à-dire qu'elle a attendu, la Turquie a attendu que Raqqa soit reprise, que l'État islamique soit complètement vaincu par les puissances occidentales, parce que la Turquie savait très bien qu'une fois cette mission accomplie, les Occidentaux allaient se désengager, ou en tout cas s'engager beaucoup moins fortement à partir du moment où le danger djihadiste serait repoussé. Et donc à partir de ce moment-là, la Turquie aurait une marge de manœuvre plus importante. C'est exactement la carte qu'il a jouée à partir de fin 2016, début 2017, en prenant position successivement dans 3 régions du nord de la Syrie, où aujourd'hui la Turquie fait régner sa loi, au sens propre comme au sens figuré. On est vraiment dans une zone sous occupation turque, occupation militaire, occupation par l'administration, par les mosquées, par les groupes armés qui sont sous son contrôle. Et cette occupation n'est pas prête à se dissiper dans les prochains temps. Donc on voit qu'il y a une stratégie de déploiement, une stratégie expansionniste sur plusieurs terrains. Et effectivement, le Haut-Karabakh est une des pièces du puzzle avec l'aide de l'Azerbaïdjan. Mais on est dans un environnement très proche de la Turquie, un environnement direct, et on savait que ce conflit gelé, encore une fois, pouvait être le terrain d'un contentieux de cette nature, de la même manière que Chypre Nord peut l'être, d'autres terrains comme ça. Alors sur un point de vue un peu plus technique, on me demande si vous pouvez parler un petit peu plus fort. Il y a un bruit de fond à côté qui fait qu'on ne vous entend pas complètement bien. Ok, ouais, c'est mon Et ordinateur. Alors, ok, je parle plus fort. Ça va comme ça? C'est mieux? j'espère. Pour moi, c'est bon. J'espère que ça. En tout cas, c'est plus fort, ouais, donc ça devrait aller. Okay. Est-ce que il y a une possibilité pour la Turquie de sortir de l'OTAN ou d'être sorti de l'OTAN? L'OTAN n'est pas une organisation dont on peut exclure un membre. Ça ne fonctionne pas comme ça, comme vous le savez. Et même si c'était le cas, il n'y aurait sans doute pas une unanimité pour le faire au sein de l'OTAN. Donc la question ne se pose pas tant que, je dirais, tant qu'Erdogan ne claque pas la porte lui-même, en fait. Ça pourrait être le cas si la Turquie se sentait menacée, mise en minorité à tel point qu'elle soit obligée de quitter cette institution. Mais pour l'instant, la Turquie semble plutôt pouvoir y rester. Elle n'a aucune intention de quitter l'OTAN. Elle a plutôt envie de jouer sa carte au sein de l'OTAN, de se servir de l'OTAN pour faire avancer ses propres pions, ses propres intérêts. Et ce qu'on voit depuis 2015-2016 maintenant, c'est que la Turquie avance au sein de l'OTAN tout en étant alliée à la Russie, tout en étant de plus en plus liée à la Chine. Donc ça, effectivement, ça va devenir un tout petit peu contradictoire par rapport à ce qui est devenu l'OTAN, qui est de fait une alliance occidentale contre ces régimes, notamment contre la Russie et contre la Chine. Donc aujourd'hui, on a Erdogan qui joue sur tous les tableaux, que ce soit l'Europe, l'OTAN, son alliance avec les régimes dont je viens de parler, avec le monde musulman, mais sans être réellement à chaque fois les deux pieds dans le même sabot, quoi. Donc il essaye de manœuvrer en jouant un petit peu sur tous les tableaux. Alors bien sûr, c'est une stratégie qui aura ses limites.
à un moment, il sera face à des contradictions indépassables, mais pour l'instant, il faut lui reconnaître qu'il a plutôt réussi à bien manœuvrer. Il faut aussi dire que l'OTAN, le diagnostic a été fait par Emmanuel Macron et il me semble assez juste. C'est qu'effectivement, depuis la chute de l'Union soviétique, c'est une institution qui se cherche un but, qui se cherche une réalité concrète. Et donc, les contradictions apparaissent aussi à cause de ça aujourd'hui, je crois. Voilà. Donc, quitter l'OTAN, ça ne me paraît pas l'actualité pour l'instant. Et vous avez mentionné évidemment Vladimir Poutine et la Russie en tout cas. Sur les multiples crises que vous avez mentionnées, la Russie est souvent impliquée dans les mêmes pays, sur la Syrie ou la Libye par exemple. Euh, Quelles sont les relations entre la Turquie et la Russie qui sont d'un côté des fois positives, de l'autre négatives? C'est très intéressant parce qu'effectivement, la Turquie et la Russie ont été plus souvent en guerre qu'en paix. C'est dans la région les deux rivaux vraiment historiques, très clairement. Il y a eu jusqu'à 2015 des relations plutôt froides, je dirais, entre les deux, notamment quand Ahmet Davutoglu était le Premier ministre turc. Ahmet Davutoglu était vraiment le théoricien de cette diplomatie turque très alignée sur les mouvements islamistes un peu partout autour de la Méditerranée. Et une fois qu'il a été remercié par le pouvoir, une fois qu'il a été mis sur la touche par Erdogan, on a vu ce basculement s'opérer vraiment à tous les étages et cette apparition d'une alliance qui aujourd'hui écrase tous ses adversaires, une alliance entre Erdogan et les ultranationalistes, et notamment entre un groupe très influent qui sont les partisans de Perinçek, que les Arméniens connaissent bien, et qui aujourd'hui ont une influence considérable au sein des forces de sécurité, au sein de l'armée, et qui sont des laïcs, des laïcs kémalistes purs et durs, très nationalistes, avec une position extrêmement anti-occidentale et pro-russe et pro-chinoise. Donc, eux, leur perspective est plutôt un rapprochement avec ces régimes et un divorce avec l'Occident. Pour quelles raisons? Principalement parce que cette frange radicale nationaliste turque estime que le coup d'État de 2016 a été exécuté par Fethullah Gülen, mais que c'était en gros l'œuvre de la CIA et des services de renseignement occidentaux. Voilà. Et donc il y a cette idée d'un complot occidental contre la Turquie. C'est pas nouveau, c'était déjà le cas sous Abdulhamid II il y a plus de 100 ans, mais il y a cette idée d'un complot occidental qui voudrait aujourd'hui renverser Recep Tayyip Erdogan et de nouveau diviser la Turquie en instrumentalisant les minorités, qu'elles soient kurdes ou arméniennes. Donc on voit évidemment un parallèle assez évident avec une histoire pas si ancienne. Et j'allais dire pour rester sur l'histoire, mais c'est aussi sur du présent évidemment. Pour les Arméniens, ce qui se passe avec la guerre et puis certaines déclarations de Recep Tayyip Erdogan, la destruction d'infrastructures civiles, les soldats arméniens qui ont été tués en tant que prisonniers de guerre, ça rappelle évidemment certains épisodes de l'histoire ottomane et des Arméniens de l'Empire ottoman, le génocide évidemment, mais pas que. Euh, Quel poids le négationnisme d'État en Turquie a un impact, dans quelle mesure ce négationnisme a un impact sur le conflit? Et moi j'ai écrit un article la semaine dernière sur cet aspect-là. Je pense qu'il est déterminant réellement. C'est un aspect qui est souvent mal compris, mal interprété, parce qu'effectivement, si on fait remonter l'histoire à 1990, on prend pas la profondeur historique du problème entre les Arméniens et les Azéris. D'un autre côté, il est vrai aussi que le problème, le règlement de cette question du Haut-Karabakh n'est pas directement lié au génocide de 1915, même s'il y a évidemment des éléments de contexte à comprendre, mais il n'y a pas de lien direct non plus. Maintenant, pour comprendre pourquoi Nicole Pachinian dit que c'est une question de survie pour la communauté arménienne dans le monde, pour comprendre pourquoi on emploie de tels mots et de tels adjectifs,
il faut effectivement se pencher sur la question du génocide et de son déni. C'est-à-dire qu'on a depuis qu'il a commencé à y avoir un mouvement de reconnaissance du génocide arménien dans le monde, deux États qui luttent farouchement contre sa reconnaissance partout, c'est la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et cette lutte n'est pas, je dirais, c'est pas une distraction, c'est pas anecdotique, c'est quelque chose qui est central dans la définition de la diplomatie turque, et en Azerbaïdjan c'est également vrai, c'est quelque chose qui est central dans l'organisation de l'État et dans la compréhension de l'environnement géostratégique. Donc aujourd'hui, très clairement, le négationnisme permet de comprendre, en tout cas, pourquoi l'Azerbaïdjan, effectivement, permet de comprendre ce que l'Azerbaïdjan a en tête et pourquoi la Turquie le soutient de cette manière. Là, ça permet de comprendre les peurs légitimes des Arméniens, que ce soit en Arménie ou en diaspora. Et voilà, et par exemple, l'affaire de Ramil Safarov illustre parfaitement cette peur, ce tabou du génocide et donc le risque, toujours, quand un génocide, quand un crime n'est pas reconnu, là, des génocides, le risque, quand il n'y a pas de justice, c'est qu'il y ait une récidive, en tout cas, qu'il y ait une impunité des criminels qui conduisent à répéter l'histoire. Voilà, et donc ça, je crois que c'est essentiel de le comprendre. D'ailleurs, je crois que c'est dans la préface de votre livre La Turquie et le fantôme arménien que Taner Akçam disait l'impunité est toujours une incitation à la récidive. Ce qui reprend exactement les mots que vous disiez. Voilà. Vous avez mentionné aussi la diaspora, et il y a une partie de la diaspora qui est directement concernée par ce qui se passe, c'est les Arméniens de Turquie, avec un moment qui s'est passé il y a quelques temps, je ne me souviens plus de la date, mais où des gens ont défilé en Turquie autour du patriarcat avec le drapeau de l'Azerbaïdjan. Quelle est la situation pour les Arméniens de Turquie aujourd'hui et comment ils vivent la situation actuelle? C'est intéressant que vous parliez de diaspora pour parler des Arméniens de Turquie. Mais bon, enfin, voilà, c'est un autre débat. Pas forcément le mot le plus adapté, oui. Moi, j'étais à Istanbul il y a 2-3 semaines, là, maintenant. J'ai pas mal échangé avec les Arméniens là-bas, avec Garo Baylan, avec la rédaction d'Agos, avec d'autres, avec les éditions Arras aussi. Il y a toujours, si vous voulez, cette vie culturelle et intellectuelle qui existe. Alors, effectivement, tout le monde baisse la tête et courbe les chines en ce moment. Il y a une peur très forte et légitime et justifiée. Effectivement, quelques loups gris. Alors, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'extrêmement significatif, mais il y a eu ces manifestations que vous mentionniez autour du patriarcat, donc un peu à Istanbul, et également dans les quartiers de Fener et de Balat, donc ce qui montre bien qu'il y a on désigne les minorités en général, puisque Fener, c'est le quartier grec et Balat, le quartier juif. Donc il y a vraiment une accusation des minorités non musulmanes comme étant une sorte de cinquième colonne hostile. Là aussi, ça répète une certaine histoire. Maintenant, il y a quand même une prise de conscience du risque qu'il peut y avoir, une protection quand même discrète mais réelle des figures de la communauté arménienne. Je ne pense pas que le gouvernement turc ait réellement intérêt à ce qu'il se passe quelque chose comme un nouvel assassinat politique, comme ce qui s'est passé avec Hrant-Dink. Néanmoins, voilà, l'état d'esprit est quand même celui-là. J'étais dans un restaurant arménien un soir, je connais bien les gérants, et la patronne me disait c'est tout le temps plein, tout le monde est très content, on vient nous voir en nous disant si vous avez le moindre problème, on est là. Mais elle me dit tout bas, elle me dit oui, mais on sait très bien comment ça se termine, ce genre de discours. Donc voilà, il y a pour l'instant ça va, y a pas, ça n'a pas été au-delà de ces concerts de klaxon autour du patriarcat, mais il y a un contexte qui évidemment tout le monde comprend très inflammatoire. Alors, on a plusieurs questions des auditeurs, des spectateurs qui reviennent un peu plus sur la géopolitique. Ouais. Notamment, si les Azéris prennent le corridor de Lachin, est-ce que les Arméniens peuvent perdre le Karabakh?
Oui, s'il est encerclé, ils peuvent le perdre, de fait. Oui, je crois que c'est une possibilité. Hein. Il y a un vrai risque. Bon, déjà, la population a quand même quitté la région, si j'ai bien compris. Je ne m'y suis pas rendu moi-même, mais j'ai pu comprendre qu'il y avait quand même beaucoup d'endroits qui étaient désertés maintenant. Donc, ça va rendre une capture plus facile. Il y a, tant que la Russie n'intervient pas, une supériorité militaire du côté de l'Azerbaïdjan, hein, qui est assez évidente, d'autant plus si la Turquie le soutient. Donc je crois que le risque existe, évidemment. Après, toute la question est de savoir jusqu'où Moscou laissera faire et jusqu'où la communauté internationale, au-delà de la Russie, laissera faire aussi, parce que un encerclement du Karabakh et une reprise du corridor de la Chine, ça veut dire effectivement que ceux qui restent au milieu sont pris au piège et ça peut laisser craindre beaucoup de choses, effectivement. Et on a plusieurs questions sur l'inactivité de la Russie. Certains qui demandent si c'est dans l'intérêt de la Russie que l'Artsakh, donc le Ah, Karabakh, tombe dans les mains des Azéris et oui, des mercenaires, ou est-ce que ça peut aussi peut-être montrer la faillite de la Russie? Certains demandent également. J'ai réuni les deux questions en une seule. alors il faut effectivement, je n'ai pas complètement répondu en plus à votre question précédente sur la Russie. C'est vrai qu'il y a des rivalités entre la Turquie et la Russie. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye. Néanmoins, il y a aussi de gros terrains de rapprochement. Et finalement, même s'il y avait des rivalités et des positions qu'on jugeait antagoniques, on a vu que dans le nord de la Syrie, ils ont réussi à trouver un modus vivendi et à faire des patrouilles communes. En Libye, ça sera sans doute une solution du même type. Donc, pour l'instant, moi, je ne vois pas grand-chose qui soit défavorable aux intérêts russes dans la région, si vous voulez. On sait que depuis 2018 et la révolution en Arménie, le gouvernement de Pachinian s'était beaucoup plus rapproché des Européens et avait quand même manifesté sa volonté de se détacher de l'emprise de la Russie. Il y avait un certain nombre voilà, de faits et d'actes dans ce sens-là. Donc, Poutine peut et a, je pense, intérêt à laisser pourrir la situation de telle sorte que Pachinian soit affaibli et soit obligé voilà, de refaire allégeance à Moscou d'une manière un peu plus appuyée. Je pense que c'est un scénario qui me paraît assez crédible. Voilà. Et Erdogan, ayant compris ça, en profite pour pousser son avantage le plus loin possible. Maintenant, voilà, il peut y avoir une solution négociée à partir du moment où Moscou décide que le Karabakh ne tombera pas. Il peut y avoir une solution négociée qui soit de nature à satisfaire les Azéris de toute façon. À partir du moment où un certain nombre des régions limitrophes du Karabakh proprement dit sont rendues à l'Azerbaïdjan, ça pourrait être vendu comme une victoire à bas coût, sans mauvais jeu de mots. Donc, je pense qu'il y a un espace pour une solution négociée qui satisfasse plus ou moins tout le monde, sauf la Turquie dans ce cas-là, ça c'est certain. Mais en tout cas, la Russie, dans cette histoire, rappelons-nous que effectivement c'est un soutien important de l'Arménie, mais que c'est aussi le premier fournisseur d'armement à l'Azerbaïdjan. Donc la Turquie a toujours joué l'un contre l'autre et a toujours divisé pour mieux régner dans cette région. Ça reste valable. Pour revenir un petit peu plus sur ce qui se passe en France, j'aurais deux questions. Donc la première, c'est avec les propos, les échanges qu'il y a eu entre Macron et Erdogan. Euh, Erdogan a notamment parlé de Macron en parlant de sa santé mentale par rapport à la stigmatisation des musulmans en France. Est-ce que Erdogan a intérêt à à présenter le conflit du Karabakh comme un conflit de religion? Oui, sans doute. C'est ce qu'il fait en partie. En tout cas, pour mobiliser, pour recruter des mercenaires syriens, c'est comme ça qu'ils ont vendu l'opération, euh, parce que c'était un argument plus parlant, évidemment, sauf que quand ils se sont aperçus que l'Azerbaïdjan était un pays chiite, ils ont été un petit peu déroutés. Voilà, mais effectivement, c'est de cette manière que le marketing de la guerre est fait. Si vous voulez, Erdogan a vraiment un intérêt à nous faire entrer dans une ambiance de choc des civilisations où lui serait
l'une des deux forces, celle de représentants du monde musulman face à cet Occident nourri par l'esprit des croisades qui voudrait envahir le Moyen-Orient. Voilà. C'est de cette manière, c'est cette vision du monde qu'il essaye de faire passer, en tout cas auprès de ses supporters, et qu'il essaye de propager, effectivement, parce qu'il en retire un bénéfice. C'est ce qui lui permet également d'instrumentaliser les doutes, les peurs, le sentiment d'exclusion des minorités en France, des minorités religieuses en France, avec un certain succès, effectivement, pas partout, pas général, mais une partie des musulmans en France, effectivement, se sent, je dirais, conforté par ce discours qui s'intéresse à sa situation. Voilà. Évidemment, c'est de la récupération politique, évidemment, c'est une instrumentalisation, mais ça peut fonctionner dans une certaine mesure. En tout cas, ça peut lui donner un rôle, et c'est bien à ça que ça sert, ça peut lui donner un rôle pour intervenir dans des situations politiques internes à l'Europe et internes à la France en ce moment. Et ma deuxième question sur la France, c'est, moi j'aurais fini pour les questions après, donc si des gens qui nous regardent ont d'autres questions, ça, n'hésitez pas à les poser. Euh, on a vu hier soir et hier après-midi, je crois, dans la banlieue de Lyon, plusieurs manifestants turcs, on dit le chiffre de 300, qui ont proféré des menaces contre les Arméniens dans des villes à forte communauté arménienne. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme message, entre guillemets? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, j'aimerais que les circonstances de ce qui s'est passé hier soient un peu plus éclaircies. C'est vrai que maintenant, je travaillais sur autre chose et je n'ai pas suivi toute la journée, mais j'ai vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit chez les militants arméniens, que ce soit chez les militants turcs. Chacun a sa version, chacun accuse l'autre. Voilà. Il y a vraisemblablement eu un blocage sur la 7, voilà, ça, manifestation pacifique jusque-là, qui ne visait pas spécialement les Turcs, que je sache. Et à partir de là, il y a eu des échauffourées sur l'autoroute entre un groupe de Turcs qui étaient pris dans les embouteillages et les gens qui bloquaient, si j'ai bien compris. Il y a eu des violences des deux côtés, des blessés des deux côtés. Maintenant, qui est responsable, qui a commencé, qui a fait quoi, ça n'a pas l'air si clair jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me garderai d'en tirer des conclusions. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a eu cette descente à Dessine et puis à Vienne hier soir, qui était perçue du côté turc comme une opération, une expédition punitive, enfin une opération de vengeance après ce qui s'était passé le matin. Donc, il y a un lien de causalité à éclaircir, en tout cas, pour comprendre le déroulement des faits. Néanmoins, évidemment, cette scène de 200 ou 300 militants lougris qui défilent à Dessine en disant où sont les Arméniens, ici c'est la Turquie, c'est des scènes qui, évidemment, isolées, présentées de cette manière-là, sont absolument intolérables, et surtout qui font suite à ce qui s'est passé au mois de juillet à Dessine, où on a eu cette descente organisée par Ahmed Chetin et sa bande pour aller agresser des Arméniens et essayer, disons, de valoriser une forme d'action nationaliste de la part de groupuscules turcs. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a effectivement une violence politique d'extrême droite qui monte au sein de la communauté turque de plus en plus, avec une mobilisation de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes sur un simple mot d'ordre sur les réseaux sociaux, et que, effectivement, ça peut déboucher sur des violences extrêmement radicales et condamnables. Il y a à Dessine une communauté arménienne qui cohabite de fait avec une communauté turque. C'est l'un des rares endroits en France où il y a deux communautés importantes de chaque côté. Donc voilà, donc là aussi, je veux dire, c'est pas non plus quelque chose d'inattendu que le contexte politique dans la région crée ce genre de friction entre les deux communautés. Ça aurait dû être beaucoup plus anticipé par les autorités, ça par contre, c'est une certitude. Alors, pour les questions des auditeurs, pour revenir toujours sur la Russie, c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. Euh, Pourquoi d'un côté la Russie tolère ou en tout cas laisse la guerre en Artsakh telle qu'elle est avec les mercenaires syriens, alors que de l'autre côté, elle est vraiment impliquée en Syrie et continue à bombarder les positions des djihadistes?
Écoutez, moi, enfin, je ne vois pas de contradiction à ça, hein. La Russie défend ses positions et celles du régime syrien en Syrie. Elle bombarde effectivement, alors non pas des djihadistes, mais les groupes islamistes à la solde de la Turquie. Là, la dernière salve de bombardement a fait beaucoup de dégâts, alors que ce sont les mêmes hommes qui se combattent au Karabakh. Donc, oui, mais si vous voulez, il y a une entente tacite entre les deux, chacun ayant des intérêts différents, mais étant relativement souple sur l'évolution de ce modus vivendi. L'intérêt commun qui motive la Turquie et la Russie, c'est d'exclure les Occidentaux du processus politique, que ce soit en Syrie, où ils y sont arrivés. Hein. Aujourd'hui, c'est la Turquie qui gère avec la Russie et l'Iran. En Libye, on est en passe d'y parvenir également. Et au Karabakh, c'est l'exclusion du groupe de Minsk. Et ce qui se profile, c'est un règlement entre la Turquie et la Russie également. Donc je crois que au-delà de leurs divergences et de leurs désaccords qui peuvent régler, hein, voilà, même s'ils sont obligés parfois d'avaler leur chapeau l'un et l'autre, ils peuvent régler certains désaccords, mais le principal bénéfice qu'ils en tirent, c'est de se retrouver à être les vrais maîtres du jeu, si vous voulez. Voilà, on a un ordre aujourd'hui qui est façonné par ces deux pays dans pas mal de régions. Très bien. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter un dernier mot, parler d'un sujet qui vous tient à cœur? Euh, non, bah, c'est assez vaste. Je crois qu'il faut vraiment comprendre. Il y a- il y a- il y a- il faut comprendre que cette stratégie turque, d'abord, est une stratégie qui est motivée par des équilibres internes. Et je crois que c'est toujours de ça qu'il faut repartir. C'est que chez Erdogan, ça a toujours été de cette manière qu'il a fonctionné. C'est d'abord des équilibres internes, des équilibres politiques internes qui motivent ses opérations à l'extérieur et sa diplomatie. On a aujourd'hui une alliance avec les nationalistes qui est une alliance extrêmement étroite. Hein. On dit même qu'Erdogan est en situation de dépendance par rapport à ces nationalistes, qu'il est manipulé par eux. Je pense que c'est en partie vrai. Il est effectivement extrêmement dépendant électoralement de cette frange nationaliste. Et on voit bien que l'islam politique tout seul ne lui suffit plus, enfin ne suffit plus à tenir le pouvoir. Ce qui est une bonne nouvelle quelque part. Ça veut dire que la Turquie n'est pas très réceptive à ce mode de gouvernement. La société turque aspire à autre chose, hein, et notamment à plus de liberté, à une économie plus stable, à des relations plus normales avec ses voisins. On a donc une fuite en avant nationaliste d'Erdogan qui aujourd'hui lui permet à court terme à chaque fois de récupérer quelques votes, hein, de recréer l'union sacrée en flattant les instincts nationalistes et en appuyant sur les tabous historiques. Mais sur le long terme, c'est une pente déclinante contre laquelle il a du mal à lutter. Donc ça explique cette fuite en avant. Voilà, et je crois qu'il faut comprendre qu'il y a aujourd'hui une diplomatie de la guerre sur tous les fronts, sur tous les terrains, peut-être bientôt avec la France, hein, parce que c'est vrai que c'est entendu, et que c'est une stratégie politique pour lui, pour se maintenir au pouvoir jusqu'en 2023 et essayer de franchir ce cap qu'il attendait du centenaire de la République. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume Perrier, pour votre Merci. intervention. Merci à tous les gens qui nous regardent, qui nous ont regardés, qui vont suivre cette émission également en rediffusion sur la page Facebook. Et évidemment, restez connectés sur la page pour plus d'informations pour les prochains événements, les prochains lives à venir. Bonne soirée.